front de la haine, ah, bah, le 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 front de la haine, À l'étranger, la communauté internationale multiplie les appels à la retenue au lendemain d'une attaque de représailles contre l'Iran. Attaque attribuée à Israël. Image ici du G7, réuni cette semaine en Italie. Le G7 qui affirme œuvrer à la désescalade dans la région. Dans le même temps, les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. Plus de 34 000 morts selon le dernier bilan du Hamas ce matin. On l'a appris cette semaine, un soldat franco-israélien est visé par une plainte à Paris pour acte de torture sur des Palestiniens. Humiliation, pillage, destruction. Certains soldats mettent en scène leurs exactions sur les réseaux sociaux. Tsahal reconnaît les faits et affirme avoir pris des sanctions. Agnès Varamian, Soufiane Yassine, Maël Benoliel. Une explosion accompagnée de cris de joie. Un soldat qui se veut ironique sur les destructions. Et un autre qui maudit une Palestinienne. Va au diable. Des centaines de... En fait, un décompte d'explosions. Les destructions sont tournées en spectacle avec ce DJ. Ou ce soldat déguisé en dinosaure artilleur qui charge les obus et danse de joie sur le blindé après le tir. Des réjouissances qui vont à l'encontre de l'éthique de l'armée israélienne. Assa Kacher a rédigé le code de comportement des soldats, un petit texte que chacun est supposé connaître. Le code définit ce qu'on appelle la pureté des armes. La force doit être utilisée pour accomplir une mission. Elle ne doit pas servir d'autres buts. Se réjouir est aussi incorrect. Vous ne devez montrer aucune joie dans ce contexte. À Gaza, les soldats se filment aussi détruisant des biens de Palestiniens. Combien de shekels pour ce pneu? Ou cassant une télévision pour rire ensemble. Certaines vidéos recèlent un sentiment d'humiliation. Elles sont filmées dans les chambres, exhibent des bijoux personnels ou des dessous féminins, jusqu'à les poser sur le capot d'une Jeep. Uri Givati a visionné ces clips. Lui-même a été soldat et il travaille pour une organisation qui dénonce les manquements dans l'armée. Selon lui, ces comportements ont un lien avec la montée de l'extrême droite. Les idées nationalistes et ultranationalistes se diffusent dans l'armée. Et cela veut dire qu'il y a plus de commandants qui soutiennent ces destructions. Cette idée de revanche. Et ça, ce sont des choses que nous n'avons pas vues dans le passé. L'armée israélienne affirme avoir rappelé à l'ordre ses soldats. Mais des vidéos continuent pourtant d'être postées 5 mois après le début de la guerre. Il y a des instructions, mais vous savez, c'est une armée du peuple. Il y a des centaines de milliers de soldats qui sont depuis le 7 octobre dans Gaza. Une partie sont partis, une partie sont venus. Et on ne peut pas à 100% éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des comportements au-delà de la discipline. Tsahal confirme avoir pris des sanctions contre certains soldats, mais elle ne donne aucun chiffre. Encore une image de l'étranger. La flamme olympique pour
Convoquée par la police le 30 avril prochain pour apologie d'un acte de terrorisme, Rima Hassan va devoir s'expliquer sur des propos tenus sur les réseaux sociaux au mois de novembre, quelques semaines après l'attaque du Hamas. Celle qui est aujourd'hui candidate La France Insoumise aux élections européennes affirme que les personnes derrière cette procédure sont des soutiens du régime israélien, cherchant à empêcher son élection. Il n'y a pas eu d'autosaisine du procureur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procureur en France qui a considéré que mes engagements, mes propos auraient été problématiques. Ça fait suite à un dépôt de plainte de lobbyistes, c'est comme ça qu'il faut les définir, pro-israéliens. C'est important de le dénoncer précisément parce que je suis ciblée en tant que personnalité politique au nom des combats que je porte. Cette convocation intervient alors que la défenseure de la cause palestinienne a vu l'une de ses conférences annulée cette semaine aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. L'Université de Lille puis la préfecture du Nord ont estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour garantir la sérénité des débats. La France Insoumise accuse ses détracteurs de vouloir la faire taire. Je pense qu'il y a, à l'égard de la France Insoumise et plus généralement à l'égard des militants qui se battent contre le génocide en cours à Gaza, une tentative de nous intimider pour nous faire taire. Il n'y a aucun propos qui a été tenu par Rima Hassan qui peut tomber sous le coup de la loi. Rima Hassan se dit aujourd'hui à la disposition des agents de police. Et je trouve qu'il faut qu'on arrête avec les déclarations, etc., etc. Et il faut qu'on commence à voir comment on travaille sur le terrain. Parce qu'on a des forces incommensurables. Il y a les camarades de Solidaire EHESS qui ont été aussi convoqués pour apologie du terrorisme. Je pense qu'il faut un front syndical, un front politique large de combat qui appelle à la mobilisation pour la question de la Palestine, pour ces questions-là, mais aussi pour plein d'autres choses. Parce que je veux dire, quand on dit qu'on va mettre 5 € à celui qui annule son rendez-vous, quand on dit qu'on va augmenter les délais de carence, qu'on va attaquer le droit de grève, qu'on va mettre le SNU obligatoire pour les gamins, l'UNIF. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard d'attaques. Et puis, l'inflation, c'est la merde aujourd'hui. Les gens, ils n'arrivent pas à bouffer. Il y a 1001 raisons. Et je pense que les gens attendent ça, attendent une gauche de combat, attendent qu'il y ait un front et un bloc de résistance large aujourd'hui et qui dépasse les simples déclarations et la colère. Merci Anas. Elsa, tu nous as expliqué tout à l'heure comment ces enquêtes pour apologie du terrorisme étaient une attaque sans précédent à la liberté d'expression. Là, on le voit avec l'annulation de la conférence, une nouvelle attaque au droit à la liberté de réunion. Les libertés publiques, c'est vraiment le cœur de ton métier. Est-ce que tu as vu de pareilles attaques dans tout ton parcours et dans toute ta carrière d'avocate ? Je pense que oui et non, c'est-à-dire que à la fois, à mon avis, on est en train... Enfin, je pense qu'on assiste à on assiste à une séquence en particulier depuis la rentrée où je pense qu'il y a une véritable... l'année dernière, Anas, il le disait, mais en fait, on a enchaîné une séquence où il y a eu une grève de raffineurs pour les salaires qui a mis le pays à l'arrêt, des manifestations ultramassives et ensuite des révoltes dans les quartiers contre, en fait, le meurtre. Il y a un policier qui est mis en examen pour le meurtre d'un jeune adolescent et on s'est retrouvé avec un gouvernement ultra à la défensive, attaqué sur tous les terrains, énormément de secteurs de la population qui se soulevaient, etc. Et je pense que la séquence à laquelle on assiste en particulier depuis septembre, c'est un contre-feu sur tous les terrains. On a entamé la rentrée avec l'interdiction des abayas à l'école. Donc ça a été une situation délirante où il y a eu tout un tas de jeunes femmes musulmanes à qui on a refusé l'entrée de leur école. D'ailleurs, en décrétant que, puisqu'elles étaient musulmanes ou assimilées, ce qu'elles portaient, c'était pas un kimono, c'était une abaya, qu'elles devaient rentrer chez elles et se rhabiller. On a assisté aussi, et je tiens à le rappeler, à des vagues de condamnations extrêmement importantes à l'encontre de jeunes, de mineurs. Et on voit ressurgir maintenant les débats qu'on avait après les révoltes pour Naël, de dire est-ce qu'il faut des comparutions immédiates pour les mineurs, est-ce qu'il faut réprimer les parents d'enfants de quartiers populaires parce que leurs gamins seraient indisciplinés, etc., avec des enfants et avec des très jeunes adultes qui sont aujourd'hui en prison pour des vols de canettes de Red Bull ou des recels de paquets de gruyère. Enfin, je veux dire, pour aussi des faits de cet ordre. Et je pense que l'offensive, elle est aussi à la mesure, dans le sens de ce que disait Anas, c'est pas juste un rouleau compresseur unilatéral, c'est-à-dire qu'elle est aussi à la mesure des capacités de notre camp social en mouvement. Et je pense qu'un élément qui est à pas négliger, on en discutait d'ailleurs la dernière fois que je suis venue ici, c'est les offensives qui se multiplient sur le droit de grève et en fait la proposition de loi discutée au Sénat qui vise à attaquer de manière extrêmement dure la grève dans les transports. Et pour moi, la clé de la situation, c'est comment on articule toutes ces questions. C'est pour ça que je dis qu'en fait les procédures qui se multiplient pour apologie du terrorisme, elles sont pas déconnectées de l'offensive sur le droit de grève, de la préparation des Jeux Olympiques.
Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Il faut comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'essayer de pousser les murs des prisons. Ils en discutent ouvertement de savoir comment ils vont réussir à faire rentrer tous les jeunes qui vont condamner, à dire qu'ils vont doubler les gardes à vue, qu'ils vont tripler les jeunes condamnés pour quoi? Pour apologie du terrorisme? Non, pas pour apologie, pardon, à l'approche des JO. C'est-à-dire que toutes les opérations place nette, toutes les condamnations en fait qui sont en train d'exister partout dans le 93, mais pas que, pour préparer les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, il y a des gens, les vendeurs à la sauvette de Saint-Denis aujourd'hui, ils prennent des peines qu'ils n'auraient jamais pris il y a 2 ans. Enfin, qui visent vraiment à préparer le terrain des Jeux Olympiques, qui sont des Jeux Olympiques qui interviennent dans un contexte d'une instabilité sociale forte, d'une raclée électorale a priori que la Macronie va prendre à l'occasion des européennes, et avec une énorme crise et un sentiment de détestation très 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 important. Donc eux, en fait, ce qu'il leur reste pour diriger ce pays, c'est évidemment la matraque, la répression, la police, et en même temps, ça a un coût politique. C'est ça qui est contradictoire, parce qu'un dernier mot sur on parlait de l'interdiction, mais on a interdit de manière quasi absolue les manifestations de solidarité avec la Palestine, en fait, au début du mois d'octobre. La manifestation de dimanche à venir, elle est également interdite. La manifestation du 21 avril. Du 21 avril contre l'islamophobie et le racisme, en partie avec un axe qui est celui un peu de la protection des enfants des quartiers populaires, etc. L'arrêté d'interdiction est délirant, hein. Il a notamment 2 fondements. Le premier, c'est de dire que ça parle de crimes policiers, et que comme le terme de crime policier est évoqué, ça risquerait de générer des tensions, incitation à la haine des policiers. Voilà, c'est expliqué un peu de cette manière-là. Et la deuxième, c'est que ça dénonce le génocide à Gaza, et encore une fois, que ça perturberait l'ordre public. Donc, je veux dire, pour moi, la situation, il faut aussi... je pense que d'un côté, oui, pour moi, c'est une offensive extrêmement grave, et je suis d'accord avec l'interpellation que formule Anas, qu'il faut comprendre que, certes, peut-être que là, ils centrent leurs attaques, ils ciblent leurs coups sur les soutiens à la Palestine, mais demain, ce sera tout le monde. Je veux dire, on a vu la manière dont ils ont utilisé aussi les dissolutions d'associations. Ils ont commencé par le CCIF, et en fait, ils étendent ça à absolument toutes les organisations du mouvement social, que ce soit des organisations antifascistes, des organisations de solidarité avec la Palestine, des organisations écologistes. Le Conseil d'État a mis un coup d'arrêt à certaines d'entre elles. Mais je veux dire, évidemment que si aujourd'hui, on peut condamner aussi massivement des syndicalistes à 1 an de prison avec sursis, il faut prendre la mesure de ce que c'est. C'est pas une petite peine, hein. C'est très très lourd. 1 an de prison avec sursis, c'est évidemment des gens qui ont des... Enfin, je me suis pas occupée du dossier, je le connais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas dans ce type de situation, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des casiers vierges, etc. On prend pas 1 an de prison avec sursis, pour des propos si facilement. Pour moi, c'est des peines très lourdes. Donc je veux dire, il faut se rendre compte en potentiel ce que ça veut dire pour le reste. Voilà, pour un tract syndical. On va chercher le secrétaire, mais en fait, il faut se rendre compte de ce il faut se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire pour l'ensemble du mouvement syndical, politique, associatif. Quand on voudra faire grève pendant les Jeux Olympiques, par exemple. Dimanche après-midi, à Besançon, entre confettis et fanfares, le carnaval bat son plein. C'est juste avant le départ des chars que 2 jeunes femmes s'intercalent dans le défilé. Peu de spectateurs font attention à leurs pancartes, des propos qui associent les migrants au viol. Quelques minutes plus tard, les mêmes lâchent une banderole depuis une fenêtre, un visage blond barré par des mains noires, un graphisme sans ambiguïté. 24 heures plus tard, la maire de Besançon réagit. Les pancartes ont été brandies devant la tribune réservée aux élus de la majorité et de l'opposition. Parce qu'à force de rien dire... Attendez, ils sont venus devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Vous croyez que je vais faire comme si s'était rien passé? Je peux me permettre de dire il s'est rien passé. C'est juste pas possible. On peut pas vivre dans une espèce de schizophrénie incroyable en considérant que nous serions des gens respectables en portant des valeurs aussi importantes et accepter des personnes qui sont en train de vouloir que les étrangers servent de bouc émissaire. Anne Vigneault annonce qu'elle porte plainte pour incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. Qui sont ces jeunes femmes? Elles appartiennent au groupe Némésis, une mouvance d'ultra-droite intégriste qui a revendiqué ce geste sur les réseaux sociaux. Nous avons donc tenu à lui rappeler le nombre de femmes qui auraient été épargnées en 2023 si les OQTF avaient été mieux appliquées. La jeune femme est étudiante en droit à l'université de Besançon. Elle s'est présentée sous l'étiquette de la cocarde étudiante lors d'élections. Elle est aussi à l'origine d'une action de collage à la bibliothèque de l'université. Nous avons pu contacter la présidente nationale du mouvement.
On est 150 femmes sur le terrain. Et après, nous avons des sympathisants et des soutiens qui viennent. À Besançon, les filles sont une dizaine d'activistes. Est-ce qu'on peut rencontrer vos collègues de Besançon ? Non, pour l'instant, nous centralisons tout, puisque aujourd'hui, malheureusement, nos collègues de Besançon, justement, sont victimes d'insécurité dans leur propre ville pour leur engagement politique. En réalité, les militantes de Besançon ne seraient que 2 ou 3. Une ultra-droite, ultra-minoritaire donc, mais très agressive sur les réseaux sociaux, capable de menacer la militante de la France Insoumise, Séverine Véziès, qui a alerté sur ce détournement du carnaval. À Besançon, les actions comme ça, ces derniers mois, ces dernières années, il y en a pas mal. On a quand même eu des militants d'extrême droite qui ont défilé dans les rues de Besançon avec des chants hitlériens. Voilà, il y a eu la statue de Victor Hugo. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça est un contexte aussi. Et c'est des petites choses qui s'additionnent. Et à un moment donné, il faut dire stop. À ce jour, les plaintes de l'université contre le groupe Némésis auraient toutes été classées, sans suite. Alors elles sont jeunes, féministes et très proches de l'extrême droite. Dans le sillage de groupuscules comme les Antigones ou les Cariatides, le collectif Némésis est formé en 2019, peu après la première vague MeToo. Leur credo, le féminisme dit identitaire. On va essayer de comprendre ce qu'elles entendent par là. On imagine, de façon traditionnelle, un féminisme progressiste et ancré dans des luttes de gauche. Bon, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Prenons le collectif Némésis, donc, par exemple. Il est composé de jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, très actives sur les réseaux sociaux. Elles se sont fait connaître en novembre 2019 lorsqu'elles ont infiltré la manif Nous Toutes en brandissant des pancartes considérées à l'époque comme xénophobes. On les a ensuite retrouvées au Trocadéro en janvier dernier, en voile intégral, pour dénoncer la journée mondiale du hijab. Elles entendent répondre à 3 objectifs d'après leur manifeste. Donc dénoncer toutes les violences faites aux femmes, dénoncer l'impact dangereux de l'immigration massive sur les femmes occidentales et promouvoir la civilisation européenne. Bon, pour y voir un peu plus clair, on a rencontré Alice Cordier, elle a 23 ans et elle est présidente de ce collectif. Le féminisme identitaire tel que nous, en tout cas on le vit, c'est un courant qui est vraiment né du peuple, c'est un courant populaire qui est né de l'expérience en tout cas des femmes qui connaissent beaucoup les transports en commun et qui aujourd'hui ressentent un malaise à être aujourd'hui dans l'espace public. La petite nuance qu'on va mettre par rapport aux autres mouvements féministes, c'est que nous on va mettre en avant des facteurs qui vont inciter à la violence par les hommes. Je pense à la psychologie, mais je pense à la culture. Aujourd'hui, on assiste aussi à un choc culturel qui est extrêmement présent en France. On le sait parce qu'il y a une arrivée migratoire et une politique d'assimilation qui n'est pas du tout viable. Et ce qui fait qu'on a des hommes qui arrivent en France qui sont avec des principes qui ne sont pas les principes français, et avec une vision de la femme qui n'est pas du tout la vision qu'on a en France, qui va créer un choc culturel évident. En fait, elle se présente comme la génération Cologne, du nom de cette ville d'Allemagne où 1200 femmes auraient été agressées le soir du 31 décembre 2015 par plusieurs centaines d'hommes, pour la plupart originaires d'Afrique du Nord, d'après les autorités policières. Le bilan judiciaire fait aujourd'hui état de 2 condamnations pour agression sexuelle. Leur féminisme équivaut en fait à préserver la femme blanche de la menace d'hommes dits extra-européens. Et ça, Christine Delphi, sociologue et féministe qui a œuvré à la création du MLF, a bien du mal à le comprendre. Les bras m'en tombent, là, j'en reviens pas. Dans le mouvement féministe, depuis qui a été créé par nous en 1970, on n'a jamais rencontré une seule personne qui se disait féministe et avec un discours de droite, qui est un discours excluant. Parce qu'elle se réclame de l'extrême droite pour commencer, et que maintenant, comme disons le féminisme est un petit peu mieux accepté qu'il ne l'était avant, elles se disent, voilà, on va faire notre beurre là-dedans. Hein. Je crois elles vont bientôt décréter que les vraies féministes, ce sont elles, parce qu'elles portent des jupes au lieu de porter des pantalons, parce qu'elles ont des talons aiguilles, etc. Hein, ça. Évidemment que ça va plaire aux hommes en premier, et puis
à une série de femmes qui sont elles-mêmes conservatrices. Et Christine Delphi ne croit pas si bien dire. Par rapport au féminisme aujourd'hui qui existe, on a l'impression de compléter un peu leur travail, mais de l'améliorer aussi. On ne se reconnaît pas du tout dans le féminisme aujourd'hui. Il ne faut pas toujours, je pense, considérer que le mâle blanc aujourd'hui, en fait, je trouve qu'il est très maltraité. On aurait presque honte d'être blanc. L'aspect identitaire, on le retrouve là. Le fait d'être profondément attaché à notre passé, de dire que c'est grâce à lui aussi, et par des évolutions sociales qu'on n'a jamais vues dans d'autres pays non plus, qu'on est arrivé aujourd'hui à une égalité des droits qui est hyper importante. Pour le collectif, l'égalité des droits entre hommes et femmes est atteinte, et sur le réseau, elles vont même jusqu'à remettre en question les chiffres des écarts salariaux en France. Quand on entend parler d'inégalité salariale, on entend des chiffres choquants qui vont jusqu'à 25% d'écart entre les hommes et les femmes. Ces chiffres, ils sont relayés par les médias mainstream. Leur priorité, c'est dénoncer et dénoncer encore les agressions perpétrées par des hommes étrangers ou issus de l'immigration. Leurs objectifs sont clairement ceux de l'extrême droite, sécuritaire, anti-islam et anti-immigration. Le collectif Némésis, c'est pas un collectif féministe à proprement parler. C'est plutôt un groupuscule d'extrême droite qui annexe certaines thématiques propres au féminisme, comme la lutte contre le harcèlement de rue, la dénonciation des violences faites aux femmes. Elle reformule la problématique des violences sexuelles en insistant exclusivement sur la couleur de peau des agresseurs. La naissance de collectifs comme le collectif Némésis, c'est vraiment symptomatique des progrès de l'extrême droite, qui vont s'approprier de plus en plus de thématiques qui originalement étaient plutôt le fait de la gauche, c'est-à-dire l'écologie par exemple. On le voit avec l'écologie, on le voit aujourd'hui avec le féminisme. On est sur des thèses identitaires teintées de féminisme, plus que l'inverse. Pour Magali Della Souda, chargée de recherche en sciences sociales, c'est un petit peu plus complexe. Elle serait en réalité assez proche de Solveig Mineo et de son féminisme occidentaliste. Pour cette dernière, les libertés des femmes européennes sont menacées par le remplacement ethnique des peuples occidentaux. Elle souhaite en cela dénoncer des agissements que les féministes plus traditionnels n'aborderaient pas, comme l'affaire Mila par exemple. Ce féminisme, il va naître en réaction à ce que ces femmes-là considèrent comme des impasses ou des erreurs des féminismes contemporains. C'est un contre-mouvement, si vous voulez, donc c'est pas du tout surprenant que ça existe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la visibilité très forte de ces mouvements-là. Que la Manif pour tous a été un moment de visibilisation extraordinaire pour ces femmes-là qui, jusqu'alors, étaient dans les marges. Bien que très visibles sur les réseaux et bénéficiant d'un large relais médiatique suite à leurs actions coup de poing, ces thèses seraient en réalité très minoritaires. Et si le collectif se voit comme l'île où les naufragés du féminisme pourraient venir se réfugier, on en est visiblement encore assez loin. Ce sont des groupes qui sont extrêmement minoritaires dans le champ du féminisme français à l'échelle de la société. Ce sont quelques dizaines de militantes, même si elles espèrent ou rêvent de représenter des milliers de femmes qui n'oseraient pas dire ce qu'elles disent tout haut. Les services publics se dégradent d'année en année. C'est en tout cas ce que dénonce un rapport publié ce lundi par une centaine de fonctionnaires, de chercheurs et de citoyens. Selon eux, la société se transforme, mais les moyens ne suivent pas. Moins de fonctionnaires, moins d'impôts depuis 15 ans, et c'est le secteur privé qui en profite pour se développer. Exemple dans l'éducation, où le nombre de bacheliers et d'étudiants a augmenté ces dernières années. Il y a dans l'éducation, depuis 20 ans, une concentration des enfants de parents très diplômés dans l'école privée sous contrat. Ce qui réduit les écoles publiques le plus souvent à accueillir, évidemment pas exclusivement, mais par exemple à Paris ou des centres-villes, beaucoup les enfants de familles ou de parents moins diplômés. Le développement du service privé est plus coûteux pour l'État. Il vient même perturber le fonctionnement du service public. Un constat qui se vérifie aussi dans les établissements de santé. Les secteurs privés se concentrent, notamment les cliniques à but lucratif, sur la chirurgie, c'est-à-dire les actes qui sont très programmables et très rentables, et donc laissent à l'hôpital public les patients les plus précaires, les urgences et les soins les plus lourds, par exemple la réanimation. Ce qui coûte le plus, ce qui est le plus essentiel quand, par exemple, ce qui a fait le cœur de la réponse à la crise du Covid. Éducation, justice, transport. Les auteurs du rapport ne proposent pas de solution. Ils espèrent ouvrir un débat sur la dégradation du service public, qui, selon eux, perd progressivement de sa vocation. Réforme de l'assurance chômage cette année. Mais pourquoi ? D'abord parce que je le disais il y a un instant, notre objectif c'est d'atteindre le plein emploi, qui est davantage de Français qui travaillent. Donc, une des pistes c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois.
Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Olivier Besancenot est avec nous, nouvelle réaction politique. Donc bonsoir, membre du NPA et ancien candidat à la présidentielle. Cette annonce spécifiquement, c'est évidemment la sensation désagréable que c'est toujours les mêmes qui payent et toujours les mêmes qui profitent. C'est-à-dire il n'y a pas jamais la volonté dans ce camp-là politique de s'en prendre un minimum au profit, au super profit, vous les appelez comme vous voulez, à la part spéculative toujours plus importante sous forme de rachat d'actions ou sous forme de dividendes. En revanche, dès qu'il s'agit de s'en prendre aux chômeurs, on continue. Et je dis bien on continue puisque le bilan de la précédente contre-réforme, puisque j'appelle ça une contre-réforme, c'est concrètement 16% de baisse d'allocation pour les allocataires et puis 300 000 chômeurs qui n'ont pas pu bénéficier de leurs allocations, sachant qu'il y a entre 25 et 40% des chômeurs qui sont éligibles et qui ne postulent même pas leurs prestations, sans parler de tous ceux qui sont radiés. Moi, j'appelle ça une politique pousse au crime, parce que ça veut dire qu'on va pousser des centaines de milliers de personnes un petit peu plus dans la misère, c'est-à-dire des personnes qui vont perdre une partie de leurs revenus, alors qu'ils gagnent déjà pas beaucoup. Et pendant ce temps-là, on a les profits indécents du CAC 40. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Le CAC 40 a battu son plafond record des 8000 points. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un plafond record. Et concrètement, dans cette part-là, la part spéculative n'a jamais été aussi importante. Et on avait promis, ça c'est pas le propre de ce gouvernement, mais des gouvernements précédents aussi, de s'attaquer à la part spéculative de l'économie, qui est la part la plus parasitaire. La réalité des prix, c'est que depuis 30 ans, on n'a jamais autant consacré la part de la valeur ajoutée à la spéculation. C'est autant de part qui ne va pas dans la production, dans l'investissement, dans les salaires, dans la rémunération. Les chômeurs sont responsables du chômage. C'est la saturation des urgences publiques, eh bien, c'est la faute des patients, etc., etc. Et en fait, on ne tire jamais les bilans. Et moi, il y a quand même une grande inconnue, c'est où va l'argent public ? Qu'est-ce qu'on fait des deniers publics ? Parce que quand même, à la base, l'argent public, c'était fait pour financer les services publics. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais maintenant, c'est quasiment révolutionnaire de dire ça. Je rappelle que dans ce pays, il y a encore 20, 30 ou 40 ans, j'en sais rien, quand on payait des impôts, on savait que globalement, ça servait à construire des crèches, des écoles maternelles, des lycées, des collèges, des universités, de construire des gares, des lignes, des gares de fret, y compris, ça veut dire mettre des marchandises sur le rail plutôt que sur les camions, des services publics de proximité, des impôts, de la sécurité sociale, de l'énergie, des bureaux de poste, des établissements pour le quatrième âge. Je veux dire, aujourd'hui, essayer simplement d'avoir un contact humain dans les services publics, tout le monde se rend compte que ce n'est pas le cas. Or, c'est l'argent de nos impôts. Nos impôts, globalement, n'ont pas diminué. Donc, je pose la question, où va l'argent public ? J'ai ma petite idée. C'est la grande question du soir. Un des plus grands budgets de l'État, plus important d'ailleurs que les déficits publics, c'est quoi ? C'est les aides publiques données aux entreprises. Entre 170 et 200 milliards par an. Voilà. Et ben, ça, c'est un chiffre record. Là aussi, le capitalisme français vit sous perfusion pour une politique qui, soi-disant, devrait marcher. Or, tout le monde constate que c'est le ralentissement économique. On va au profit, vous, Olivier Besancenot, où est-ce que vous iriez le chercher, cet argent, pour réduire le déficit de la France ? Eh ben, la fiscalité, pendant quelque temps, est envisagée comme une arme de redistribution des richesses. Ce n'est plus le cas. L'impôt est de moins en moins, le nombre de tranches, par exemple, sur l'impôt sur le revenu a diminué. Les impôts les plus injustes sont en cours, par exemple la TVA, qui fait que même sur les produits de première nécessité, un milliardaire et une caissière de supermarché vont payer la même chose. Donc la fiscalité ne sert plus à ça. Or, tout le monde le souligne, c'est un problème de recettes. C'est-à-dire qu'en conscience, l'État s'est privé pendant des années et des années de recettes, c'est-à-dire d'argent qui rentre, en refusant de taxer les profits, le capital, la spéculation boursière. C'est là où on a essentiellement perdu d'argent. Et en prime de tout, non seulement eh bien, ça crée des déficits, qui paie les déficits, c'est la majorité de la population à qui on va demander des sacrifices toujours plus, de payer un peu plus dans les EHPAD pour le quatrième âge, de payer un peu plus par le biais du non-remboursement des soins, etc., etc. Et par ailleurs, notre argent public sert à des banques à spéculer sur les déficits publics, puisque c'est un business absolument extraordinaire. Donc le problème de l'impôt, si vous voulez, pour répondre à votre question, est très mal posé dans ce pays. Le problème, ce n'est pas plus ou moins d'impôts, c'est qu'il faudrait que la majorité de la population en paye moins et que ceux qui se gavent aujourd'hui payent réellement en termes de répartition des richesses. Ces solutions, elles existent, elles ne sont même pas radicales. J'entends même que le MoDem, si j'ai bien compris, parle de taxer les super profits. Oui. Donc il faudra quand même se poser 30 secondes. Le salaire de Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est le patron du groupe Stellantis. Je rappelle que le groupe Stellantis est un groupe qui regroupe, oui,
c'est le cas de le dire, de très nombreuses marques dans l'automobile, Peugeot, Citroën bien sûr, mais aussi Fiat, Dodge, Opel et tant d'autres. Je crois que c'est 14 marques en tout, hein, le groupe Stellantis. Carlos Tavares est le patron, chiffre bénéfice record, 18 milliards, 600 millions donc pour 2023, en hausse de 11% sur un an, chiffre d'affaires s'approche de 190 milliards d'euros, donc le groupe se porte bien, marche bien. Là, on va s'en réjouir, évidemment. Pour parler de la rémunération de Carlos Tavares, eh bien Carlos Tavares touchera au titre de l'année 2023, pas tout de suite, hein. Nous allons essayer d'entrer dans le détail. En tout, un peu plus de 36 millions d'euros. C'est énorme, évidemment. Alors, je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Mercier. Indécent. Révoltant. Révoltant pour Révoltant, écœurant. 36,5 millions pour vos auditeurs qui nous écoutent. On va transformer ça en jours. Ça fait 100 000 euros net. Tout rond, 100 000 euros par jour, samedi, dimanche, jour férié compris. C'est un peu plus qu'Mbappé, quoi. Oui. Non, c'est moins. C'est moins. C'est moins. Mais la différence, c'est que Mbappé, lui, il ferme aucune usine, il licencie personne, il n'écrase personne. Mais il faut se poser la question, quelles sont dans la société les personnes qui sont suffisamment riches pour pouvoir se payer un PDG à 100 000 euros par jour. Vous avez derrière essentiellement la famille Peugeot, la famille Agnelli, les principaux actionnaires qui collectivement ont gagné pour l'année 2023 18,3 millions d'euros par jour. Voilà. Et c'est ces gens-là qui, par la bouche de Carlos Tavares, nous font dire à nous, les ouvriers, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, qu'on coûte trop cher. Moi, 28 ans de maison, je touche 1800 euros net par mois, pas par jour, hein, par mois. Voilà, ça c'est mon salaire. Est-ce que sur est-ce que voilà, c'est votre salaire. Est-ce qu'il y a une participation, un intéressement chez Stellantis? Oui. Parce que les résultats sont quand même très bons. Oui. J'espère que les résultats sont partagés. Oui, ils ont la prime d'intéressement a baissé par rapport à l'année dernière. Le groupe a augmenté de 2 milliards, 2 milliards supplémentaires. Ils sont passés de 16 à 18 milliards de bénéfices. De résultats nets. Et nous, on a baissé de 200 euros. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est quoi la prime? C'est en net, prime nette pour 100% de présence, hein. C'est-à-dire pas un jour d'arrêt maladie, ni rien du tout. C'est 3700, 3800 euros net. Mais c'est un piège, la prime d'intéressement. Je me permets juste 30 secondes. Pourquoi? Parce que on cotise pas là-dessus. Ça va pas rentrer dans le calcul de notre future pension de retraite. Par contre, Bruno Le Maire ne nous oublie pas. Il faut le déclarer aux impôts. Mais pour nous, c'est un peu comme du black. C'est un peu comme du black, si vous voulez. Et une fois versé, je vous assure, vu l'augmentation des prix, vu nos salaires qui sont extrêmement bas, encore, moi j'ai 28 ans de maison. Il y a des intérimaires, des jeunes ou des jeunes embauchés, ils sont à 1300 euros. Quand on a des semaines de chômage, il y a des intérimaires qui sont en dessous des 1000 euros. Et ils sont sur chaîne. Ils vissent les boulons à pleine cadence. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est des augmentations de salaire pour pouvoir consommer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer nos crédits, etc. En fait, vous n'êtes pas très choqué par le montant du salaire à condition que ça soit mieux réparti, quoi. Si vous voulez, cette polémique annuelle, sur le salaire du PDG, ça cache deux choses. Ça cache, la fortune colossale qui est accumulée au niveau des actionnaires. Et ça cache la misère salariale au niveau des travailleurs. Allez, on va se détendre. Ouais. Si on est aussi nombreux que ça dans 10 minutes, je proposerai de rétrécir le parcours. Hein. Alors on va attendre de voir le monde qu'il y a après la déclaration qui va être lue par Colette.
Et puis on fera nos comptes et puis on se comptera et on verra où on va. Est-ce qu'on s'arrêtera à place du 8 septembre ou est-ce qu'on ira jusqu'au bout? On verra ensemble. C'est l'histoire d'un colonialisme de peuplement qui n'en finit pas de vouloir s'installer. C'est l'histoire du vol des terres et des biens de tout un peuple qui se poursuit depuis plus de 75 ans. C'est l'histoire d'un régime d'apartheid construit méticuleusement, un régime d'oppression, de domination raciale mis en place afin de voir aboutir le projet initial. C'est l'histoire de l'impunité totale dont jouit Israël depuis des décennies. C'est l'histoire d'un génocide comme phase ultime pour parachever le nettoyage ethnique et la colonisation de sa terre. Le 14 octobre 2021, Bezalel Smotrich interpellait les députés palestiniennes. Vous êtes ici par erreur. C'est une erreur que Ben Gourion n'ait pas fini le travail et ne vous ait pas jeté dehors en 48. Il préparait clairement une seconde Nakba. Dès l'installation du gouvernement dont il est une des pièces maîtresses, fin décembre 2022, tout convergea. Passer la vitesse supérieure dans le nettoyage ethnique, la confiscation des terres, les démolitions de maisons, la légalisation des colonies, leur accroissement, la violence des colons et leur armement, la répression de la résistance palestinienne et particulièrement dans les camps de réfugiés, tenter de finir le travail. Dans le même temps, les accords de normalisation se poursuivaient, laissant les Palestiniens en dehors du coup, comme si l'avenir d'un peuple allait se régler à coups de dollars, d'enfermement et d'effacement. L'année 2023 restera une année record pour la colonisation et l'assassinat de Palestiniens et de Palestiniennes par l'armée et les colons. En moins de 3 mois, en 2024, Israël a battu les records de confiscation de terres palestiniennes depuis Oslo. Et depuis le 7 octobre, un génocide au vu et su du monde entier, filmé en direct par les victimes, ou pire, par les meurtriers eux-mêmes, des images plus atroces les unes que les autres, des témoignages glaçants, et toujours l'impunité d'Israël. Aucun acte de la France, pas d'embargo militaire ou économique, pas même le rappel de son ambassadeur. Quant à la suspension de l'accord d'association ou l'interdiction des produits des colonies qui ne seraient que l'application du droit, même un génocide en cours ne permet pas d'y penser. Non satisfait des bombardements, des tirs de drones ou de snipers, de la famine, du défaut de soins, Israël entretient le chaos en assassinant les responsables locaux qui tentent d'organiser la distribution de l'aide humanitaire, en arrêtant ou en éliminant les médecins, les enseignants, les journalistes. Tout ce qui permet à une société de fonctionner doit disparaître. Les bâtiments administratifs ou culturels, les lieux de culte, les universités, les écoles. Mention spéciale pour les hôpitaux, lieu ultime où espérer trouver un refuge. Pour parachever le tout, Netanyahou tente de profiter de l'aubaine pour liquider la question des réfugiés. C'est tout le sens de l'attaque contre l'UNRWA. En cette année olympique, on peut résumer la stratégie d'Israël ainsi. Plus vite, plus haut, plus fort, sur tous les fronts, par tous les moyens, vers l'État juif de la Méditerranée au Jourdain, à l'image des cartes brandies par Netanyahou devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier. Les 75 ans de la Nakba auront vu la seconde Nakba, nettoyage ethnique, massacre, vol de terre et colonisation, de la vallée du Jourdain à la bande de Gaza, du Nakab à Jérusalem, de Jenin à Masafer Yatta. Ces quelques mois où les puissants ont assisté à un génocide sans l'empêcher marqueront d'une tache indélébile l'histoire de l'humanité. L'histoire se souviendra de l'Afrique du Sud et du Sud global, tentant de rappeler le droit et d'imposer la fin du génocide aux côtés des peuples manifestant leur solidarité. Elle n'oubliera pas leur écœurement face à la complicité, voire la participation du monde occidental à ce génocide en cours. Au milieu de ce génocide, les mêmes puissances recommencent sans vergogne à penser la solution politique à la place et sans le peuple palestinien,
après avoir tenté de l'invisibiliser. Nous le redisons avec force, il n'y a pas de solution militaire, seulement une solution politique. Elle passe par la reconnaissance des droits du peuple palestinien, par la fin de l'apartheid, par l'égalité des droits, par l'autodétermination. Décidément, le démantèlement du régime d'apartheid est plus que jamais à l'ordre du jour du mouvement de solidarité. Écrit par Anne Tuaillon, présidente de la FPS nationale, le 22 mars 2024. Donc, avant de partir... 3 pour tenir la bonne roue. Oui, mais avant de partir, il y a deux choses. Il y a Séverine qui voudrait dire qui voudrait faire une déclaration. Hein, et puis, ce que je propose, c'est qu'on aille au moins jusqu'au 8 septembre et on fera le point là-bas après. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous dire un mot par rapport aux derniers événements qu'il y a eu ces derniers jours et à quel point la répression contre celles et ceux qui défendent la paix augmente. Jeudi 18 avril, en une seule journée, en France, une conférence pour la paix avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan a été interdite par 2 fois. C'est la 5e conférence pour la paix interdite en quelques semaines. Suite à l'annulation de la conférence par la présidence de l'Université de Lille et suite aux pressions qu'il a reçues, nous avions loué une salle privée. Le préfet l'a alors interdit. C'est la première fois dans notre histoire contemporaine qu'un meeting est interdit, qui plus est en pleine campagne électorale. C'est un précédent dangereux. Deuxième événement, le même jour, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie de dimanche, frappée elle aussi d'interdiction. Depuis lors, le tribunal administratif a été saisi et a annulé cette décision hier. Nous nous en félicitons. Troisième événement jeudi, un syndicaliste, CGT, est condamné pour un tract de soutien à la Palestine. Hier, c'était l'annonce de poursuite contre Rima Hassan, juriste en droit international, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés et candidate sur notre liste aux élections européennes. Elle est convoquée pour apologie du terrorisme. Une accusation dont on ne sait sur quoi elle repose, une accusation infamante. C'est une nouvelle intimidation inacceptable. Je veux réaffirmer ici mon soutien entier, plein et entier, à Rima Hassan, qui défend comme nous un cessez-le-feu permanent et immédiat et la paix pour une solution à 2 États. La France de Macron dérive dangereusement. Qui appelle au cessez-le-feu se voit traité d'antisémite. Qui souhaite ramener la raison et l'histoire du conflit israélo-palestinien pour comprendre les événements actuels est immédiatement accusé d'être un agent du Hamas. Il règne dans le pays une forme de macartisme dangereux qui vient s'ajouter aux attaques déjà nombreuses portées aux fondements démocratiques de notre pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. Des atteintes soulignées à plusieurs reprises par les instances internationales. Nous dénonçons ce climat répressif qui vise depuis plusieurs semaines celles et ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza et appellent à un cessez-le-feu immédiat et permanent. Tous les démocrates de ce pays doivent s'insurger de cette répression. Et donc je voudrais vous lire quelques lignes qui ont été écrites il y a quelques jours par Frédéric Lordon avant même ces événements. Frédéric Lordon qui est un philosophe et un économiste. Il parle de la fascisation de notre pays. Il parle de ce processus et il dit « Un processus qu'on reconnaît à l'ampleur croissante du mensonge, de la désinformation systématique des propos, de la désinformation ouverte, voire de la fabrication pure et simple. Avec, comme il se doit, la collaboration, au moins au début, de tous les médias bourgeois. Un processus qu'on reconnaît donc aussi à sa manière d'arraisonner le débat public en lui opposant ses passages obligés et ses sens interdits. Tous les dénis et toutes les compromissions symboliques du monde, cependant, toutes les intimidations et toutes les censures ne pourront rien contre l'énorme surgissement du réel qui vient de Gaza. Alors pour terminer, je vous le dis très clairement, et je le dis très clairement au soutien inconditionnel du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Vous ne nous ferez pas taire. Et nous ne sommes pas seuls. Si vous regardez bien, il y a des manifestations aux États-Unis.
là aussi qui sont réprimés, notamment les étudiants de Columbia qui actuellement sont réprimés. Il y a également des manifestations au sein de la population israélienne. Nous ne sommes pas seuls. Alors je vous le dis, ils ne nous feront pas taire. Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Merci. Donc on va partir en manifestation. Il faudrait 3 personnes pour tenir la banderole de tête. Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. Gaza, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on t'oublie. Israël, assassin. Israël, assassin. Occident, complice. Occident, complice. Ligue arabe, complice. Ligue arabe, complice. Israël, assassin. Israël, assassin. Occident, complice. Occident, complice. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Et vive la lutte. Vive la lutte du peuple palestinien. Et 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 vive la lutte du peuple palestinien. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Viva, viva Palestina. 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 Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes.
sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, Israël, Israël, Occident, Occident, Ligue arabe. Défense des jeunes du Mantois et d'Amal Bentoussi du collectif Urgence, notre police assassine. Et cet appel a été lu le 17 décembre dernier lors de la marche en soutien à la lutte du peuple palestinien dans le cortège d'Urgence Palestine. Et elle a le soutien de Michel Zecler. Racisme en France, nos enfants en danger. En mémoire de toutes les jeunes victimes de crimes policiers, judiciaires et carcéraux. Alors que le 3 décembre 2023, nous fêtions les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Le 13 mars 2024, à Aubervilliers, Wanis et Ibrahim ont été volontairement percutés par la police après un prétendu refus d'obtempérer. Wanis est mort quelques heures après, il n'avait que 18 ans et Ibrahim est dans un grave état. Les 9 et 10 décembre 2023 à Chelles, 2 adolescents de quartier, Théodore et Justin, trouvaient la mort pour refus d'obtempérer. Le 30 novembre 2023, Mustapha, mineur isolé marocain, s'est suicidé par pendaison à la maison d'arrêt de Villepinte. Le 14 novembre 2023 à Nice, des enfants de 8 ans étaient accusés par la mairie et le rectorat de prier pendant la récréation alors qu'ils jouaient aux fantômes. Le 18 octobre 2023, au Canet-en-Roussillon, un enfant de 10 ans était convoqué par la gendarmerie pour apologie du terrorisme. Depuis le 7 octobre 2023, des collégiens sont réprimés pour leur soutien à la population de Gaza bombardée. Le 27 juin 2023, à Nanterre, Naël, 17 ans, était tué à bout portant par un policier. Le 6 décembre 2018, 151 lycéens étaient interpellés, humiliés et agenouillés pendant plusieurs heures sous les ordres de la police alors qu'ils soutenaient les Gilets jaunes et manifestaient contre la réforme du lycée. Depuis trop longtemps, des lycéennes sont stigmatisées et harcelées parce que musulmanes d'apparence. Depuis quelques années et de plus en plus intensément, des lycéens sont embrigadés dans une logique de guerre via le SNU, Service National Universel. En France et dans les départements d'outre-mer, des lois, d'ailleurs un couvre-feu il y a quelques jours pour les mineurs qui n'ont plus le droit de sortir après 20 h en Guadeloupe, a été décrété par le ministre de l'Intérieur. Donc des lois sont votées criminalisant les enfants migrants et réfugiés, rejetant le principe révolutionnaire et républicain du droit du sol. En France, nous habitons des quartiers musulmans, afrodescendants, mais pas que. Nous, habitants, sommes en danger. Depuis trop longtemps, la violence de l'État s'abat sur nous de manière arbitraire, injuste, mais bien plus inquiétant, cible les plus innocents d'entre nous, nos enfants. Nos enfants ne sont plus considérés comme des enfants, ils sont privés de leur enfance, ils sont suspects d'être 10 ans, des 8 ans, des 6 ans, d'être violents et fanatiques, assimilés à des barbares, voire à des terroristes en puissance, à la star des enfants de Gaza, maltraités, emprisonnés, tués par milliers. Le monde des adultes ne voit alors plus de problème à ce que des enfants se fassent arrêter à l'aube par des gendarmes. C'est ainsi qu'on a justifié la mort de Naël, qui, comme tous les adolescents, peut faire des bêtises. Nous, familles, personnel enseignant, travailleurs sociaux, éducateurs, éducatrices, militants de terrain, hommes et femmes politiques, sommes terrifiés de la violence qui s'abat sur nos petits, en toute bonne conscience et en l'absence d'indignation. Le monde observe la dégringolade du pays des droits de l'homme avec stupéfaction. Ce pays que nous chérissons, la France, et que nous voulons laisser à nos enfants, nous trahit et trahit son passé. Que sont devenues les voix de la conscience universelle? Où sont les Abbé Pierre, les Sartre, les Stéphane Hessel? Où sont les Rosa Parks, les Angela Davis, Frantz Fanon, les Mandela de France? D'un côté, on nous reproche de ne pas savoir élever nos enfants et de les livrer à la délinquance, et en même temps, on prive toutes les institutions sociales et éducatives de leurs moyens. Comment on nous empêche de transmettre à nos enfants nos valeurs et nos histoires, notre histoire, comme si elles étaient contraires au vivre ensemble, alors qu'en réalité, ce que nous voulons transmettre, c'est de l'amour et de la générosité. Pour finir, ce cri d'alarme ne doit pas se heurter à un mur de silence. Il doit être entendu à travers tout le pays et même au-delà. Il en va de l'avenir de nos enfants et de leur santé physique et psychique, comme il en va de la santé morale de notre pays. Nous en appelons à toutes celles et ceux, mères, pères, familles, associations, syndicats, organisations politiques, pour qu'il est indigne et intolérable de s'en prendre à des gamins, de signer cet appel et de rejoindre notre marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants le 21 avril 2004, date anniversaire de la mort d'Amin Bentoussi, notre frère, notre fils et enfant du pays.
Nous donnons rendez-vous à Paris le 21 avril 2024 à 14h pour une grande marche de Barbès à République où aura lieu un concert géant pour pleurer nos morts et fêter l'espoir. La marche a d'abord été annulée et l'annulation a été elle-même annulée par la justice. Vous pouvez signer l'appel et donner à la cagnotte qui a encore besoin d'argent. Merci. Donc s'il y a des volontaires qui veulent participer, ben, vous êtes les bienvenus. On rappelle encore une fois que le boycott économique des enseignes qui donc participent au génocide, ben, c'est important qu'on appelle les gens au boycott parce que c'est financièrement qu'ils arrivent à acheter des armes. Donc samedi prochain, École Valentin à 10h30 sur place. Merci. En France, on assiste à une ambiance exécrable. La presse, et notamment les grands médias, font le relais du gouvernement israélien. Donc ils ont choisi clairement leur camp. Tous ceux qui défendent les Palestiniens sont taxés de terroristes, qualifiés de terroristes. Voilà la situation actuelle en France. Donc Netanyahou, et comme il l'a, je le cite, il a dit clairement, il faut réduire la population de Gaza au minimum. Au minimum, c'est clair. Donc les médias ne sont pas offusqués par ces déclarations. Donc la barbarie et la sauvagerie continuent à Gaza. Le peuple gazaoui est plus que jamais isolé, assiégé, affamé. Le rêve d'un Palestinien aujourd'hui consiste à trouver de l'eau et de la nourriture, tout simplement. Vous vous rendez compte dans quelle situation ça fait? Nous entamons le 7e mois. Le 7e mois. Et dire que la communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté un cessez-le-feu. Et en dépit de ce cessez-le-feu, la guerre continue. Donc Israël, c'est un État paria qui ne respecte pas le droit international. Et au contraire, il tente de détourner le regard sur Gaza et généraliser ou internationaliser le conflit. Bien sûr, avec un mutisme total. Et non seulement, on finance la Chambre des représentants aux États-Unis s'apprête à accorder 13 milliards de dollars à l'État d'Israël pour parachever son travail. La complicité occidentale est manifeste. Voilà. Fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes.